Il faut tout d'abord savoir que la mue est un phénomène physiologique comportant 3 phases principales: l'apolyse, l'exuviation et la sclérification. Pour mieux comprendre son fonctionnement, il faut connaître un peu plus en détail les couches du tégument. Donc, sur cette image, vous pouvez voir les différentes couches du tégument du corps de l'insecte. La première couche, c'est l'épicuticule, donc où se trouvent les sencilles et autres soies. Ensuite, on a l'exocuticule et l'endocuticule qui forment AL2, la procuticule. Et enfin, la dernière couche, donc la plus inférieure, l'épiderme portant les cellules thormogènes, trichogènes et également dermiques. Maintenant que l'on a vu les différentes phases de la mue des insectes, on va pouvoir un peu voir le processus de la mue. Donc la première étape est l'apolyse, correspondant à la création d'un espace dermocuticulaire et au remplissage de celui-ci par un liquide exuvial, en fait, qui aura pour action de corroder la procuticule dans le but de simplifier l'exudation et de donc ramollir le tégument en général. Ensuite, on a vu que la deuxième étape s'appelait l'exuviation. Elle correspond au décollement de l'ancienne cuticule à la nouvelle. L'insecte se sépare donc de son ancien exosquelette, ce qui lui permet de grandir. La dernière étape est la sclérification, correspondant donc au durcissement du nouveau exosquelette et de la mise en marche de la capacité locomotrice. Au bout de quelques heures, l'insecte peut marcher. Bien évidemment, cette durée est variable. Ensuite, l'insecte se réalimente au bout d'un jour environ. Et puis, il peut commencer à voler à partir du même délai, toujours variable. La sclérification au niveau microscopique se traduit par de nouveaux liens chitinoprotéiques permettant à l'insecte de grandir. Si on pourrait donner un bilan à ce premier chapitre, les insectes ayant un exosquelette chitineux ne peuvent pas subir des extensions progressives de leur cuticule. Ils sont par conséquent contraints à remplacer un certain nombre de fois, bien évidemment selon leur espèce et leur sexe parfois, leur tégument. La mue possède un contrôle hormonal. Divers organes entrent en jeu dans le contrôle de la mue. Tout commence dans le cerveau. Donc chez les insectes, ils possèdent des cellules neurosécrétrices ayant un noyau neurosécréteur qui va par conséquent sécréter des neurohormones, plus particulièrement la PTTH. Donc c'est l'hormone prothoracicotrope. Donc celle-ci, par voie nerveuse, est transmise puis stockée dans les corps cardiaques, situés également dans la partie du cerveau. Ces derniers diffusent cette neurohormone dans l'hémocèle, donc la cavité générale de l'insecte, une fois qu'un facteur, donc assez variable, par exemple la teneur en lipides de l'hémolymphe, agit sur l'organisme. Les glandes de mue, également appelées prothoraciques, réagit à cette sécrétion par une autre sécrétion, celle d'ecdysone. Donc l'ecdysone, c'est l'hormone de mue. Elle sera à son tour présente dans l'organisme et sera parfois accompagnée de l'hormone juvénile sécrétée par les corrélates, interdisant la mue imaginale, donc c'est la dernière mue. En effet, l'ecdysone seul réagit avec l'organisme et déclenche le processus de mue imaginale. Vous aurez donc compris que les insectes muent pour grandir, mais la régulation de la mue est primordiale pour une bonne croissance. Son contrôle est hormonal et également neurohormonal, et beaucoup d'organes permettent un bon contrôle.